je vais commencer par vous dire, je suis très très heureux d'être à la même table que Nazila Golestan, alors c'est la seule petite divergence que j'aurai avec Véronique, qui mène un combat politique. Voilà, qui mène un combat politique, qui mène un combat pour une certaine vision de la société, pour une certaine vision d'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, qui mène un combat pour la dignité et le droit des femmes, qui mène un combat universaliste, qui mène un combat politique. Et il était naturel que l'on se rencontre une fois. On s'est rencontrés en septembre. Nous avons été aux côtés de Nazila Golestan, qui est devenue depuis une amie de la LICRA, lors de la première manifestation au Trocadéro, pour commémorer, pour soutenir les femmes qui luttaient pour leur liberté, et pas simplement les femmes, puisque vous savez que l'on juge, que l'on jauge l'état d'une démocratie au respect ou non que l'on accorde aux droits des femmes et à la présence exacerbée ou réduite de l'antisémitisme. Ce sont souvent ces deux révélateurs d'une démocratie, et quand l'un des deux manque, la société est en péril. C'est dire que le combat de Nazila Golestan et de Hamava, est le nôtre. Petit complément, le Salon du Livre va d'ailleurs, organisé par la LICRA Paris, devenir une vraie fête de l'universalisme. Autour de la culture, pas simplement du livre, entre Abraham Bengio et la LICRA Paris, cela s'annonce absolument passionnant et j'espère que vous pourrez y venir nombreux. Pour ce soir, mes chers amis, les stratégies d'influence de l'axe Téhéran-Moscou-Pékin, une menace pour la démocratie. Ingérence, agents d'influence, espions, manipulation, journalistes stipendiés, soft power, conférences, articles favorables aux régimes autoritaires, bulletins de propagande émanant des dictatures propagées à travers le monde, dans plusieurs langues, émissions relayées à travers les ondes sur notre territoire, celle la plus grande, France. Je veux parler de la métropole de ces territoires d'outre-mer, ces colonies. Oui, je parle bien des années 30 et des premières années de la LICRA, alors la LICA, fondée en 1927 et totalement engagée dans la lutte contre les dictatures fascistes. Ce combat permanent, ces alertes constamment données au pouvoir public, aux politiques, à la société civile, quant à la propagande ennemie déversée sous la forme d'écrits, de tracts, de réunions publiques ou privées, mais aussi face aux stratégies d'influence de cette époque, sont au cœur de l'histoire de notre association. La dénonciation des agents hitlériens ou mussoliniens, la volonté de documenter leurs opérations, l'appel récurrent à légiférer contre leurs activités, la désespérance aussi, souvent, devant le refus de voir, de prendre conscience, l'insouciance, cette minimisation de la part de citoyens libres d'une menace qui s'attaque au fondement même de la démocratie, à ses valeurs, ses principes, par la promotion de la critique exacerbée et de la haine. Oui, mes amis, replonger dans l'histoire, relire Le droit de vivre, le journal de la LICA, c'est faire le constat de l'incroyable actualité de ce passé et conclure souvent, pour hier, comme pour le temps présent, à la grande vulnérabilité de la démocratie, en prise avec ceux qui ont juré de la détruire. Faire le constat également de la grande difficulté à se défendre. Un état de droit, pour paraphraser Camus, un état de droit, cela s'empêche, saurions-nous de dire. Cela fonctionne avec des règles, des lenteurs et lourdeurs bureaucratiques, des processus de décision, de validation, l'application de protocoles, sans compter le respect du principe sacro-saint dans notre pays de la liberté d'expression. On ne peut décemment pas défendre cette liberté d'expression
en utilisant les armes de l'ennemi. Le mensonge, l'intoxication, le harcèlement, la corruption ou la manipulation, que sais-je. Les régimes autoritaires ont une longue tradition en la matière. Jean-François Revel. La démocratie se suicide si elle se laisse envahir par le mensonge, le totalitarisme s'il se laisse envahir par la vérité. La vérité, cette idée toujours neuve. La vérité, le cœur de notre engagement, cet horizon sur lequel aucun de nos combats contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, pour la justice, l'égalité en droit et en dignité, pour lequel aucun de nos combats n'est légitime ni possible. Instiller le doute, la critique systématique par la désinformation, le relativisme en disséminant des récits alternatifs, en répandant les théories du complot, en les poussant sur les réseaux sociaux grâce à des systèmes automatisés, des botnets, des hackers, des fermatrolls. Voici la réalité et l'envergure des menaces qui pèsent aujourd'hui sur nous et qui situent l'enjeu de vérité au cœur des débats, au cœur de nos combats. C'est une menace réactualisée, une guerre de l'information dont la technicité et la portée n'ont évidemment plus rien à voir avec celle des années 30, mais qui rejoue à chaque fois un match fondamental entre, d'une part, les démocraties et, de l'autre, les ennemis de la liberté. Ce combat fut celui de nos aînés. Ce combat demeure central pour nous, car les dictatures sont fondées sur l'inégalité. Bernard Lecage, fondateur de l'ALICA, établissait un lien organique entre les régimes autoritaires et le racisme et l'antisémitisme ou la discrimination. À l'ALICRA, nous nous inscrivons dans cette lecture, car la discrimination est inhérente à l'asservissement, l'exploitation, le contrôle que ces régimes mettent en place. Toujours, ils divisent, catégorisent, ciblent des minorités et les persécutent, comme le font les autorités chinoises avec les Ouïghours. Toujours, ils organisent des apartheids, comme le font les autorités iraniennes avec les femmes. Toujours, ils commettent des massacres, des crimes contre l'humanité, comme en Ukraine avec une agression russe qui dure depuis plus de 2 ans. Rien n'est plus insupportable aux régimes autoritaires que la liberté et le droit des peuples. Usant et abusant de nos libertés, de nos faiblesses, de notre appétence pour la diversité des opinions et les débats contradictoires, les tyrans multiplient les opérations d'influence qui visent à nous déstabiliser, à nous faire douter de nos institutions, à polariser les opinions, en créant des fractures de nature à susciter le chaos au sein de notre système. Ils visent à affaiblir l'Europe. Dans son ouvrage aussi saisissant que passionnant, et je dois vous en avertir, M. Colomb, profondément anxiogène, David Colomb en appelle à un état d'urgence informationnelle, à la nécessité d'une riposte globale. Il explique, historien, qu'à la guerre froide, guerre indirecte, a succédé une guerre directe, permanente, une guerre de l'information, une cyberguerre totale, une guerre à mort. Opposante au régime iranien, porte-parole de l'association Amava, Nazila Golestan, notre amie, aux côtés de laquelle l'ALICRA s'est engagée, alerte sur les dangers de la soft war menée par l'Iran, son écosystème de désinformation à l'échelle mondiale. Comme David Colomb, Nazila en appelle à la vigilance et à une réaction ferme des pouvoirs publics face à une entreprise qui n'a qu'une seule ambition, saper les fondements de la démocratie. André Lange coordonne depuis mars 2022 le comité Denis Diderot, mobilisé contre la propagande russe. Il tire l'alarme sur les moyens technologiques et communicationnels utilisés par celle-ci pour répandre à travers le monde, tout comme la Chine, l'Iran ou les organisations islamistes, leur contenu de désinformation et de haine. Nous avons, mes chers amis, plus que jamais besoin d'éclairage sur les acteurs, les vecteurs, les technologies, les narratifs, pour comprendre et alerter à notre tour.
Je veux chaleureusement remercier nos 3 intervenants de ce soir, ainsi que Renaud Dely, qui a accepté d'animer ces échanges. Oui, nous avons besoin de comprendre. Comprendre également ce qu'une organisation comme la LICRA, presque centenaire, peut, à sa modeste échelle, contre des menaces immatérielles souvent incontrôlables, contre lesquelles de simples contre-discours ou des appels à la raison semblent bien faibles. Pour autant, la force de la LICRA réside précisément dans le fait de fonder nos actions sur la recherche de la vérité, j'y reviens toujours, sur la préservation de repères, d'un langage universel, sans lequel il n'est ni dialogue, ni avenir commun. Nous exerçons notre vigilance auprès de la société civile, des responsables politiques et des élus, par nos actions éducatives, nos formations, nos contributions au débat public. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette table ronde importante de ce soir. Et c'est la mission qu'entend remplir cette belle section parisienne, revitalisée sous la conduite de sa présidente Véronique Angel, que je remercie et que je félicite. Allez, je la remercie ainsi que toute l'équipe qui a travaillé à ses côtés à l'organisation de cet événement. Mes amis, là où croit le péril, écrivait le poète et philosophe Friedrich Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Que cette soirée, dans cet esprit, contribue à nourrir nos consciences, nos engagements et nos résistances. Merci. Merci à tous. Merci d'abord à vous tous d'être présents ce soir. Je remercie évidemment la LICRA et Mario Stasi, ainsi que la section parisienne de la LICRA et Véronique Angel de m'avoir proposé d'animer cette soirée. C'est un plaisir, un honneur pour moi, au regard d'abord de la nature, de l'identité de la LICRA, de son histoire, de son passé, mais aussi de son présent et de la nécessité ô combien indispensable et indépassable, j'allais dire, de ces combats toujours actuels qui nous réunissent. Donc je vous remercie de m'avoir convié. Je ne vais pas reposer les enjeux du débat et de ces échanges que nous allons avoir, puisque Mario Stasi vient de le faire excellemment à l'instant. Je rappellerai donc que l'intitulé de ce débat, les stratégies d'influence de l'axe Téhéran-Moscou-Pékin, une menace pour les démocraties. Cette menace, effectivement, et nous allons le voir dans un instant, eh bien, nous la ressentons au plus près depuis maintenant un certain nombre de mois et d'années, avec un certain nombre d'outils, de méthodes, de stratégies, avec aussi un certain nombre de relais ou d'agents d'influence, y compris au cœur même de l'Europe et y compris en France d'ailleurs. Donc nous allons passer en revue cette problématique. Je peux juste vous dire que, comme vous le savez peut-être, je suis journaliste et je travaille en particulier, je travaille à France Info et à Arte. J'ai commencé à être journaliste il y a maintenant bien longtemps, ça fait une trentaine d'années que je suis journaliste. Et c'est vrai que je pense qu'au vu de ces méthodes et du déploiement en quelque sorte de cette désinformation, de cette ère de propagande que nous affrontons, il est de plus en plus difficile, me semble-t-il, d'être un citoyen éclairé, effectivement éclairé par la vérité qu'évoquait à l'instant Mario Stasi. Je peux vous dire qu'il est aussi de plus en plus difficile d'être un journaliste. Et je pense qu'au regard de toutes ces influences néfastes que nous combattons ensemble, eh bien, c'est de plus en plus difficile, effectivement, d'essayer d'exercer un métier, de la façon la plus honnête possible, le métier de journaliste pour participer à cette quête de vérité. Et ce qui participe, tout ça, de cette grande langueur, en quelque sorte, cette grande fatigue démocratique que nous pouvons ressentir parfois dans le monde occidental, en Europe et plus particulièrement en France. Malheureusement, on a parfois le sentiment que l'opinion perd peu à peu le sens de ce que peut être, de l'importance de ce que peut être donc de ce que peuvent être nos régimes démocratiques. Tout de suite, je vais céder la parole aux trois intervenants qui m'entourent. Je vais vous expliquer juste en 2 mots comment nous allons procéder. Nous allons nous efforcer, je vais leur céder la parole à tour de rôle. Ils vont chacun prononcer une intervention liminaire. Je vais les prier
d'essayer de s'en tenir à 10 minutes chacun. Ça sera donc une intervention liminaire. Et puis ensuite, bien sûr, je vais essayer d'animer quelques échanges entre eux et puis de me tourner vers vous. Et bien sûr, nous garderons un temps pour les questions dont je ne doute pas qu'elles seront nombreuses et intéressantes. Et nos intervenants seront là, évidemment, pour vous répondre. Je propose que nous procédions de la sorte au départ. David Collomb, qui est donc à mes côtés, qui vient de me rejoindre, enseignant, chercheur en histoire, spécialiste justement de ces mécaniques, de ces mécanismes, de ces stratégies de propagande, de désinformation, auteur donc de cet ouvrage cité à l'instant, La guerre de l'information, les États à la conquête de nos cerveaux, paru chez Talandier, va au préalable essayer de poser en quelque sorte une forme de panorama global justement de ces enjeux, de cette guerre de l'information, et puis peut-être d'un certain nombre d'éléments plus précis, notamment un écosystème qu'on peut évoquer, qui est lié plus particulièrement à la Russie, qui est l'un des pays que nous allons traiter ce soir, mais aussi, je pense évidemment, à la Chine et globalement à l'idée de cette constitution d'un axe évoqué donc dans l'intitulé de notre débat. Puis je céderai la parole à Nazila Golestan, qui est à mes côtés qui vous a déjà été présenté, mais dont l'engagement plus particulièrement, évidemment, pour l'Iran et pour un Iran démocratique et laïque, eh bien, l'amènera peut-être à focaliser peut-être son intervention, évidemment, sur la situation en Iran, pour essayer de comprendre d'où nous venons, où nous en sommes, et puis aussi ce que nous pouvons faire aujourd'hui au regard de la situation en Iran. Et puis, je donnerai ensuite la parole à André Lange, plus spécifiquement, je pense qu'il interviendra peut-être au départ dans son intervention liminaire, plus spécifiquement sur le cas de la Russie, puisque, outre une longue expérience au sein de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, André Lange a effectivement fondé en mars 2022, comme le disait Mario Stasi à l'instant, ce comité Denis Diderot dont il est coordinateur et qui est effectivement un réseau d'universitaires, d'experts qui luttent contre la propagande russe et qui essayent justement là aussi de contribuer à rétablir la libre circulation de l'information et d'une information vraie, c'est-à-dire nous retrouvons le cœur du sujet qui nous préoccupe, c'est ce sujet qui est donc la vérité. Tout de suite, je donne la parole donc à David Collomb pour essayer de comprendre les ressorts justement de cette guerre de l'information qui est au cœur de nos échanges ce soir. Merci pour cette présentation, merci pour cet accueil. Je voudrais entrer dans le vif du sujet et vous dire d'abord que pour comprendre la guerre que nous connaissons aujourd'hui, je parle de la guerre de l'information, il faut revenir une trentaine d'années en arrière, au moment de la fin de la guerre froide, de l'effondrement de l'URSS, qui est également le moment d'un grand basculement de nos sociétés dans l'ère numérique, avec l'avènement d'armes guidées au laser, l'avènement de la cyberguerre, l'essor des communications numériques et des chaînes de télévision par satellite. Et la guerre du Golfe, en 1991, a permis aux États-Unis de manifester leur supériorité tant militaire que technologique et culturelle et informationnelle à l'échelle globale. Ce qui a été perçu par un certain nombre de régimes autoritaires comme une menace existentielle. De sorte que, dans les années 1990, aussi bien le régime iranien, le régime chinois que le régime russe et ses services de sécurité se sont employés à comprendre la menace, à adopter des mesures de préservation de leur sphère informationnelle des ingérences étrangères. Il s'agissait de contrôler l'accès à la télévision par satellite, en interdisant par exemple les paraboles. Il s'agissait de verrouiller les points d'échange internationaux d'Internet. Il s'agissait également de contrôler étroitement l'information à l'intérieur des frontières. Et puis bientôt, il s'est agi également de se réapproprier ce que Joseph Nye a appelé en 1990 le soft power, la puissance douce des États-Unis, qui relevait de cette capacité d'attraction liée à sa culture, à ses médias, à son industrie créative, de sorte que les trois régimes que j'ai cités se sont engagés à leur tour dans des politiques de soft power que l'on appelle Ruan Chili en Chine depuis 1993, Makhaya Silla en Russie depuis 2013, et ça se traduit concrètement par une diplomatie publique, d'État à opinion publique, par des médias internationaux numériques
dans toutes les langues, enfin dans un grand nombre de langues. Cela s'est traduit aussi par la constitution d'armées de cyberguerriers. Cela s'est traduit enfin par une politique de long terme, de pénétration des espaces démocratiques qui par définition sont ouverts et qui sont des régimes de liberté, qui sont des régimes de contradiction, non pas seulement, comme on l'a trop longtemps cru, pour gagner les cœurs et les esprits, mais conquérir les esprits adverses pour procéder à la lente décomposition de la société démocratique perçue comme une menace existentielle. Il s'agissait d'étendre au régime démocratique le contrôle social, le contrôle politique et la surveillance qui étaient en passe de s'étendre aux populations des régimes concernés. Il s'agissait d'exploiter toutes les formes de liberté de nos régimes pour les retourner contre nous-mêmes. La liberté de la presse, bien évidemment, la liberté d'opinion, la liberté de faire appel à des sociétés de relations publiques ou des sociétés de lobbying ou des sociétés pouvant acquérir des moyens technologiques ou acquérir des médias. Et c'est une nouvelle forme de soft power qui n'est en rien une forme douce d'influence. Et comme il s'agit d'une forme d'influence en deçà du seuil de la guerre ouverte, les chercheurs l'ont appelé depuis maintenant 6 ans le sharp power, le pouvoir tranchant de ces régimes autoritaires qui précisément s'appuient sur la longévité qui caractérise les pouvoirs en place pour inscrire dans la durée une politique de corrosion des sociétés démocratiques par la corruption des élites, par la manipulation des médias, la production également de narratifs des informateurs. On assiste à un tournant majeur lorsque les cerveaux occidentaux ont été rendus accessibles par les médias sociaux. Entendez bien, l'apparition des médias sociaux et du smartphone a été également utilisée par les opposants de ces régimes, qui n'ont pas manqué de mobiliser sans organisation préalable et d'exprimer leur colère parfois en présence de mesures autoritaires. Mais cette menace a été perçue comme telle, ce qui a conduit les différents régimes à reprendre le contrôle de l'espace numérique, à réprimer les opposants en les pourchassant sur ces réseaux sociaux, notamment occidentaux, et bientôt à militariser les réseaux sociaux occidentaux afin d'aller porter le scalpel du sharp power dans l'esprit de leurs utilisateurs à travers les outils publicitaires que nous leur servions sur un plateau. Les outils publicitaires de Twitter, les outils publicitaires de Facebook, de YouTube, et j'en passe, avec 2 grandes modifications majeures de notre espace informationnel depuis lors. La première qui a été évoquée, c'est l'essor considérable des théories du complot qui reposent non plus seulement sur un environnement politique, religieux ou social, ou sociétal comme auparavant, mais repose sur l'exploitation systématique des failles de l'esprit humain à travers les outils de micro-ciblage utilisés par Cambridge Analytica, utilisés immédiatement après par les services de renseignement russes. Cette politique visant à gagner les esprits des Occidentaux pour semer le doute et la confusion, comme cela a été dit, a abouti à la constitution de ce que André Guckert appelle un espace contrefactuel ou une communauté contrefactuelle qui en réalité est 3 grandes communautés auxquelles 2 micro-communautés se rattachent et qui se caractérisent par des liens étroits entre ces communautés avec des passeurs. Pour ne donner qu'un exemple, je citerai le nom d'Alain Soral, qui sert la propagande du régime syrien en étant soutenu par l'Iran, en étant soutenu par la Russie et en portant ses récits antisémites au plus profond de notre environnement informationnel français à travers les réseaux sociaux numériques. Et je voudrais terminer en soulignant la gravité de la menace représentée désormais par le régime communiste chinois. Car voyez-vous, la grande différence entre les régimes que l'on va évoquer dans un instant et le régime chinois,
c'est le succès industriel, économique et technologique de la Chine. C'est aussi les moyens de pression dont la Chine dispose à l'encontre des sociétés démocratiques et en particulier des dirigeants. Quel dirigeant politique occidental peut prendre le risque de fâcher la Chine et de voir les échanges économiques s'interrompre ? Quel dirigeant d'université peut prendre le risque d'accueillir le Dalai Lama ? Il sait que ces échanges universitaires et scientifiques et même ces financements peuvent en pâtir. Nous sommes confrontés à une nouvelle forme d'instrumentalisation de l'ouverture de nos sociétés à des fins d'extension infinie du pouvoir du Parti communiste chinois qui, à l'intérieur de ses frontières, pratique ce qu'il appelle le contrôle social ou le management sociétal et qui désormais entreprend de l'étendre au monde entier, non seulement à travers les outils d'influence que j'ai rapidement évoqués, mais à travers aussi ces outils numériques, à commencer par TikTok. Jamais aucun régime autoritaire, jamais, n'avait eu le contrôle d'un outil le mettant en contact direct avec le cerveau de milliards d'individus. C'est quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire, c'est une menace sans précédent, non seulement pour nos élections, non seulement pour l'esprit de nos jeunes enfants confrontés à des contenus violents, à des incitations à la haine, à la diffusion massive de théories du complot, mais c'est une menace plus grave encore dès lors que le but ultime est la dissolution de nos sociétés à travers la fabrique systématique du chaos, à travers la fabrique de la défiance envers nos institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient médiatiques, à travers enfin le but ultime poursuivi sur la longue durée, qui est l'abolition de la distinction entre le vrai et le faux, entre les faits et la fiction. C'est là la fonction essentielle, à mes yeux, de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générative. Il s'agit non seulement de créer des faux contenus, mais de les amplifier, de les diffuser de façon micro-ciblée et nano-ciblée dans les esprits les plus fragiles pour qu'ils y prennent racine et se diffusent d'esprit en esprit dans le cadre d'une pandémie informationnelle globale qui repose sur une diffusion exacerbée de contenus violents, antisémites et racistes. Nous faisons face, et je conclus, à la menace la plus grave qui effectivement avait été dénoncée en son temps par l'un de nos plus grands historiens, Marc Bloch, dans L'étrange défaite, quand, à propos de la responsabilité des médias français dans la situation tragique de notre pays, il s'interrogeait de façon rhétorique. « Qu'avons-nous fait, demandait-il, pour donner à ce peuple français ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lequel aucune conduite rationnelle n'est possible ?» Il nous faut aujourd'hui défendre les fondements mêmes de nos démocraties, la capacité de distinguer le vrai du faux, la réalité de la fiction. Et cela ne peut pas être une tâche confiée exclusivement à nos autorités politiques, ni à nos services de renseignement, ni à notre armée. C'est une tâche qui nous incombe à tous et il nous appartient de suivre l'exemple qui a été donné par Taïwan, menacé depuis 2018 par une ingérence exceptionnelle de la Chine dans sa vie politique, dans ses débats publics, dans ses médias, dans son université. Or, les Taïwanais, comment ont-ils réagi ? Ils ont réagi par la mobilisation de la société civile, par une réaction de toutes et de tous, conscients de la nécessité pour eux de défendre la démocratie. Nous pouvons suivre l'exemple taïwanais et d'autres. Effectivement, c'est lorsque le péril est le plus grave que la probabilité de trouver la force et la détermination pour s'en sortir est la plus forte. Merci pour votre attention. Merci David Collomb et merci de conclure votre intervention liminaire effectivement par cette note d'espoir et d'évoquer cet exemple taïwanais qui de surcroît s'est soldé en tout cas temporairement mais par la démocratie évidemment et par un vote tout récent. On reviendra sans aucun doute sur la spécificité effectivement de la puissance économique, technologique du régime autoritaire chinois et des risques que ça représente pour nous, notamment liés à cette dépendance qu'on a, en tout cas pour le grand public,
aussi découvert ou redécouvert en grande partie, on s'en souvient évidemment au moment du Covid, au moment de l'épidémie de Covid, de ses conséquences. Et puis aussi effectivement sur des outils qui peuvent apparaître aussi inoffensifs que des applications comme TikTok, qui sont en train d'être des outils aux effets absolument délétères et extrêmement inquiétants. Mais d'abord, je me tourne vers Nazila Golestan, à qui je donne la parole tout de suite. Même chose, même exercice pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes. Et évidemment, au vu de votre combat, pour un point plus particulier sur l'Iran, sur la situation en Iran, sur évidemment aujourd'hui la situation dans laquelle on est et sur ce qui a pu conduire aujourd'hui à la situation en Iran, et donc sur aussi le rôle de propagande, enfin les outils de propagande du régime iranien, et puis leur relais aussi ici, et peut-être évidemment la question qui se pose à tous, c'est quelle peut être la mobilisation, l'aide, l'action de l'Europe au service de l'Iran démocratique, si tant est que cette action existe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'on devrait faire. Voilà, je vous donne la parole, Nazila Golestan. Merci. Merci, Renaud Dely. Bonsoir toutes et tous. Merci d'être là. Et d'abord, permettez-moi je vais remercier en premier temps, au nom de Iran Hamovo, notre association, je remercie la LICRA, notamment le président, Mario Estasi. Vous êtes très aimable avec moi, mais je ne mérite pas tout ce que vous venez de raconter, parce que nous, on mène le même combat pour renforcer notre démocratie ici et ailleurs. Ce soir, je vous ramène en Iran un petit peu comment ça marche, tout l'environnement de désinformation de la République islamique d'Iran, qui regroupe tout l'ensemble des canaux et plateformes de communication officielles, les sites des proxys, de radio-télévision, les réseaux sociaux, les opérations de désinformation cybernétique, les sites Internet proxy dont se sert le quartier général du guide suprême aujourd'hui, Ali Khamenei, pour créer des discours mensongers. On parle souvent des institutions ou des instances iraniens, comme par exemple le corps des gardiens islamistes, mais on parle rarement le quartier général du guide suprême, que tout vient là-bas, à mon avis. On va parler de ça ce soir. Ce propagande et la désinformation du quartier général Ali Khamenei, c'est pour polariser l'opinion publique, promouvoir l'extrémisme, violence et les discours haineux, et surtout pour leur but, c'est de saper nos démocraties ici. Donc là, ici, on va voir un peu les diapos. Oui. Là, c'est le cinéma Rex à Abadan. On va un peu regarder l'historique, comment c'est arrivé en Iran, la révolution islamique, comment c'est instauré en Iran. C'est juste quelques mois avant la révolution islamique. Dans le sud d'Iran, à Abadan, il y a des centaines de personnes qui vont au cinéma pour regarder juste un film, des femmes, des hommes, des enfants. Et donc, c'est là que le 19 août en 1978 qui se passe, lors de la projection du film Le cerf de Massoud Kimyai, il y a eu des coups de feu. Et donc, il y a des centaines de personnes qui ont été mortes dans l'incendie dans le cinéma. Mais ce qui se passe et les conséquences de cette immolation humaine dans le four du cinéma Rex, c'est que Ruhollah Khomeini, tout de suite, le lendemain, il a fait un communiqué, il a appelé le chef du Shah d'Iran. Et donc, c'est ainsi, cette propagande marche, les gens, ils se mettent en colère, et les islamistes, ils gagnent et ils prennent le pouvoir. 2 mois plus tard, Ruhollah Khomeini s'installe à Neufel-le-Château. Mais qui était avant Ruhollah Khomeini en 1962? C'est celui qui a envoyé une lettre au Shah d'Iran en contestant que donner les votes, les droits de vote pour les femmes, c'est contre les lois de charia, et il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc, le gouvernement, on l'envoie en exil pendant 14 ans en Irak. Donc, une fois qu'il arrive, après 14 ans, suite à l'incendie de Cinéma Rex, il arrive à Neufel-le-Château. Il utilise toute son équipe, tous les médias ici, les presses, pour transformer une image d'une milice violente qui était contre déjà les droits des femmes à un homme de paix.
et de symptômes proposant une alternative au capitalisme libéral d'après notre Michel Foucault. Et durant 4 mois en exil ici, à Yvelines, il devient une figure publique dans les médias et les milieux intellectuels occidentaux et sa propagande était diffusée via la radio BBC de Londres en Iran. Donc on a 2 versions différentes de Radio de Londres en France qu'en Iran. C'est pour ça que j'imagine la communauté sont là témoins, elle n'aime pas trop. Enfin, c'est toujours des mauvais souvenirs pour nous. Après, on passe à la crise des otages de 1979, des otages américains. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? Voilà. Là, on voit des diplomates américains qui sont là, les mains attachées derrière le dos. Ces images ont démontré la force de ces révolutionnaires, force des islamistes. C'est là qu'ils ont commencé à fonder leur pied vraiment très fort dans la société, aussi dans la communauté internationale. Après, à la suite de l'instauration de la République islamique en Iran en 1979, les nouveaux méthodes de pouvoir instaurent les nouveaux concepts et éléments de langage officiel, comme ennemi de Dieu, ennemi de l'islam, ennemi de l'État islamique, idolâtre, pro-impérialiste, pro-sioniste, qui sert à désigner les opposants. Ces expressions que la République islamique œuvre à exporter à travers le monde pour exercer son influence sur les opinions publiques étrangères. Ce sont ainsi des méthodes de guerre douce ou soft war qui utilisent le quartier général du guide suprême, à l'époque c'était Khomeini, aujourd'hui c'est Khamenei, qui exploite la désinformation et la propagande et créant un conflit perpétuel avec les opposants ainsi aussi à l'Occident. Après, ça c'est juste pour vous montrer une image. Ça c'est le quartier général de Ali Khamenei, c'est un parti. Parce que j'avais produit un documentaire en 2017 sur le quartier général de Ali Khamenei pour montrer que déjà il a lui-même un gouvernement en shadow, en l'ombre, dans l'ombre. Il a sa propre, par exemple, ministre des Affaires étrangères. Il a sa propre, tout ce qui est financière, il a sa propre ministre de la Culture. Donc, tout est décidé dedans, mais tout ce qu'on voit dans les médias, ici, ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, etc., c'est juste une vitrine pour nous. Mais la décision est toute prise ici. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Parmi les outils destinés à diffuser les propagandes à l'échelle mondiale, il faut mentionner l'Organisation islamique pour la culture et les relations affiliées au ministre de la Culture et de l'orientation islamique pour la centralisation et la coordination des missions culturelles à l'étranger créées en 1955. Donc voilà, par exemple, le séminaire de Rome, c'est une école de théologie qu'ils ont ouvert dans tous les pays, surtout en Afrique, en Amérique du Sud. Il y en a des centaines des écoles théologiques. Et c'est là qu'ils font les gens, par exemple, convertir en chiisme et ils les transfèrent, par exemple, au corps des gardiens de la Révolution pour les amener pour les guerres des milices dans la région, dans le Moyen-Orient. Parmi cette organisation, on voit l'université Al-Mustafa internationale qui ont été tous sous les sanctions américaines. Mais malheureusement, quand on parle des sanctions, il y a pas mal de sanctions, mais est-ce qu'ils sont exécutés? Ça, c'est une autre question aussi. Par exemple, cette université qui a des milliards de dollars le budget du pays, leur objectif, c'est justement de faire la propagande et exporter la révolution de chiisme, islam chiite dans le monde entier. Après, on a une image, juste un exemple de Centre Azara de France, qui a été une association qui a été sourcée par le quartier général de Ali Khamenei de Téhéran. Et c'était le 2 octobre 2018, sur l'ordre de la préfecture du Nord, a été fermée parce que quand on allait sur le site, ouvertement, il diffusait des messages légitimement, ouvertement, le djihad armé, à la haine, à la discrimination et à la violence. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, il y en a beaucoup des associations, des centres culturels, les associations islamistes qui sont attachées au ministre de la Culture iranien, qui sont en Europe et partout, surtout à Londres, il y en a pas mal, qui font les transferts d'argent, qui font de la propagande et pour exporter
révolution. Donc pour finir, je finis par le ministre de la guidance islamique sous l'ordre du guide suprême, encore, c'est équivalent de notre ministre de la culture ici, dont c'est la lame de la censure et tranchante, non seulement il autorise la publication des livres et la production des films de propagande, mais aussi il investit. L'exemple qu'on a eu, c'était Dieudonné, qui est allé en Iran, je me rappelle pas quelle année, c'était à l'époque où Ahmadinejad il était le président, donc ils ont fait le film de antisémitisme de 90 minutes et à la suite on voit des images qu'ils ont fait une pièce de théâtre aussi à Paris dans le 11e qui s'appelait Mahmoud, ici, juste à côté de où on habite chez nous. Donc je pense que je vais m'arrêter ici parce que j'ai dépassé les 10 minutes. Après, je vais continuer peut-être pour raconter les autres histoires d'Iran. Merci Nazila Golestan. Nous reviendrons effectivement à... Nous reviendrons évidemment dans un instant à la situation iranienne et aux mécaniques de propagande du régime iranien. Nous allons continuer en quelque sorte ce tour, cette sorte de tour du monde de cet axe justement de propagande, en faisant un détour plus spécifiquement par la Russie avec André Lange, parce que André Lange, donc outre une longue expérience de responsable au sein de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, vous avez plus récemment donc fondé en mars 2022, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, de l'agression de Vladimir Poutine et de la Russie contre l'Ukraine, donc le comité Denis Diderot, un réseau international d'universitaires, de chercheurs, d'experts qui se battent justement pour restaurer la vérité, assurer la libre circulation de l'information et donc combattre plus précisément la propagande du régime russe, et aussi d'ailleurs impulser un certain nombre de procédures de façon à ce que cette propagande, cette désinformation et tous les effets nocifs qu'elle produit soient l'objet de sanctions de la part en particulier de l'Union européenne, des procédures d'ailleurs qui aboutissent parfois, mais pas toujours. Voilà. Je vous laisse la parole aussi pour une dizaine de minutes, s'il vous plaît. Merci. Merci à la LICRA pour l'invitation. Merci à Nazila qui a servi d'intermédiaire, qui a proposé mon nom pour cette conférence. Et merci à David Colomb pour son remarquable ouvrage. Vraiment, je vous conseille. C'est une bible sur le sujet. Je lis beaucoup d'ouvrages par mon expertise de chercheur en communication. J'ai beaucoup d'ouvrages sur les médias, mais celui-là est particulièrement important et un peu vertigineux. Alors, mon expérience, comme vous l'avez rappelé, passe par 22 ans à l'Observatoire européen de l'audiovisuel, qui n'est peut-être pas une structure très connue, mais dont je pense qu'il était utile de rappeler que c'est une structure qui fait partie du Conseil de l'Europe et qui est née sur une proposition du président Mitterrand en 1989, à l'occasion d'assises européennes de l'audiovisuel qu'il avait organisées ici à Paris, qui avait réuni les différents États européens, mais aussi à l'époque l'URSS. C'était l'époque de l'axe Mitterrand-Kohl-Gorbatchev, et cette idée de Gorbatchev de la maison commune. Et la Fédération de Russie a été membre fondateur de l'Observatoire européen de l'audiovisuel quand il a été institué en décembre 1992 au sein du Conseil de l'Europe. Et donc, jusqu'en mars 2022, la Russie était membre de cette organisation et c'était la première organisation européenne dont la fédération, en tout cas dans le secteur audiovisuel, dont la Fédération de Russie a été membre, et ça m'a amené à superviser une série de rapports sur le cinéma, la télévision et les nouveaux médias en Russie, ce qui donne, disons, un petit peu de légitimité, qui m'a donné la possibilité de lancer en mars 2022 ce comité Diderot. Alors l'idée, en fait, ce qui m'a un petit peu réveillé, moi je suis retraité depuis 2015 et évidemment j'étais très choqué, comme tout le monde, par l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Et ce qui m'a stimulé, c'est l'article d'un professionnel américain, Jim Filipov, qui avait été directeur d'une plateforme de télévision numérique en Ukraine, qui avait été directeur
du Kiev Post, un journal américain en Ukraine, et qui, dans le Kiev Post, a publié, je crois que c'était le 21 mars, un article disant en fait, le talon d'Achille de la propagande de Poutine en Russie même, c'est le fait que les principales chaînes fédérales russes de propagande, donc Pervy Canal, Rossiya 1, NTV, sont diffusées vers 15 millions de foyers russes par une société française, Eutelsat, qui a comme client 2 plateformes de télévision numérique russes qui diffusent ces chaînes parmi je sais plus, il y a pratiquement 200 chaînes russes qui sont diffusées par Eutelsat, des chaînes thématiques, des chaînes de sport, même des chaînes pornographiques françaises. Bon. Et j'ai trouvé l'idée tout à fait pertinente. On était dans le contexte des sanctions qui venaient d'être prises par l'Union européenne contre Russia Today et Sputnik. Et Jim Filipov disait, si on arrive à obtenir des sanctions européennes contre ces 2 plateformes, on pourra les remplacer par ces chaînes d'information internationale qui venaient d'être censurées par ces plateformes, qu'il s'agisse de la BBC, de CNN, de France 24, de Deutsche Welle, etc. Donc j'ai contacté Jim, que je ne connaissais pas à l'époque, et je lui ai dit, voilà, j'ai mon expérience, on peut essayer de lancer quelque chose. On a lancé une pétition s'adressant au président Macron, qui à l'époque était président du Conseil européen, s'adressant aux différentes personnalités européennes, s'adressant aux dirigeants de Telsat, en disant, voilà, il n'est pas normal qu'une entreprise française contribue à la diffusion en Russie même et dans les territoires occupés de l'Ukraine, contribue à la diffusion de la propagande. Et il y a ce projet de remplacer les plateformes russes par des chaînes internationales ou des chaînes russes indépendantes qui pourraient être faites par les Russes opposants à Poutine, immigrés en Europe. Alors, la Commission européenne nous a répondu ce n'est pas possible parce que nous pouvons prendre des sanctions contre les chaînes, mais pas contre des plateformes. Et j'expliquerai peut-être dans un second temps comment l'action s'est développée. Mais je pense qu'il est important d'abord d'expliquer ce qu'est Eutelsat, parce que c'est quand même une entreprise dont l'État français, à travers la BPI, était jusqu'en septembre dernier le principal actionnaire. Il est toujours actionnaire, mais maintenant l'actionnaire principal est une entreprise indienne. Et en fait, Eutelsat, au départ, est né en 1977 comme une organisation intergouvernementale réunissant les directions des télécommunications nationales comme alternative à l'hégémonie américaine sur Intelsat, qui était hégémonisé donc par les télécoms américaines. Et Eutelsat, de même que son concurrent luxembourgeois, la SES, Société européenne de satellites, se sont développés dans les années 80-90 avec le développement des bouquets de chaînes, la circulation des chaînes transfrontières et puis, à partir des années 90, l'arrivée de la télévision numérique. Et dès 92, donc un an après le changement de régime en Russie, Eutelsat a commencé à diffuser des chaînes russes, en particulier la chaîne NTV, qui était une chaîne privée et qui, à l'époque, apparaissait comme une chaîne indépendante. Et la Fédération de Russie est devenue membre de cette organisation intergouvernementale en 1994. Il y a eu par la suite un processus de privatisation en 2001. Eutelsat et les actifs et toute l'activité commerciale est devenue une société privée, une société par action, et restait l'Eutelsat, qu'on appelle l'Eutelsat IGO, organisation intergouvernementale, dont la Fédération de Russie est toujours, encore aujourd'hui, membre. Les opérateurs nationaux de télécom ont progressivement vendu leur part dans la société. Et ce sont maintenant des entreprises privées diverses qui sont actionnaires, la BPI pour représenter l'État français, mais la Russie conserve encore 4% du capital de la principale société du groupe. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de
la première expérience de diffusion d'une chaîne privée, NTV, Eutelsat a développé ses activités en Russie avec 2 partenaires, NTV+, qui est une filiale de NTV. NTV, suite à l'arrivée au pouvoir de Poutine, est devenue une filiale du Gazprom Media Holding, lui-même filiale média du groupe Gazprom, donc complètement sous emprise du pouvoir du Kremlin. Et à partir de 2005, une autre plateforme, Tricolore, née d'un entrepreneur d'électronique grand public qui produisait les décodeurs, mais aussi très proche du Kremlin. Et en 2012-2013, Eutelsat a renforcé ses accords structurels avec RSCC, l'opérateur russe de satellites, et assure non seulement la diffusion sur son propre satellite, qui est le satellite Eutelsat 36B, donc qui vise la Russie occidentale, mais assure aussi ce qu'on appelle en termes techniques le leasing, c'est-à-dire la location des capacités sur 3 autres satellites russes, donc appartenant à RSCC, et qui touchent, eux, touche aussi la Russie occidentale, mais la Sibérie et l'Extrême-Orient. Et ça veut dire, c'est assez curieux, que c'est une société française qui est intermédiaire entre un opérateur russe de satellite et des opérateurs de télévision russes. Et c'est cela qu'on mettait évidemment en cause. Alors ces 2 plateformes ont, à partir de février 2022, éliminé 8 chaînes internationales d'information. Et ça ne s'est pas passé du tout de la même manière que les sanctions européennes contre Russia Today. Il n'y a aucun texte, on ne les a pas procurés, il n'y a pas de décision écrite expliquant pourquoi ces chaînes internationales ne pouvaient plus être diffusées en Russie. Donc c'est une décision qui a été prise par les plateformes elles-mêmes plutôt que par le Kremlin. Malgré ça, Eutelsat continue sa collaboration avec la Russie et ses partenaires russes et devrait être lancé cette année un nouveau satellite, le Eutelsat 36D, qui devrait remplacer le 36B et qui est conçu très clairement pour le marché, pour la continuité des activités des 2 plateformes. Donc voilà très rapidement pour la Russie. Mais comme il est question de la Chine et de l'Iran, je voudrais dire aussi que les chaînes d'État chinoises, les chaînes internationales, les chaînes de soft power chinoises sont diffusées aussi par Eutelsat. La chaîne en chinois depuis 2003, la chaîne en anglais depuis 2006 et depuis 2009. Eutelsat diffuse vers la Russie, vers l'Europe et puis vers la Russie, les versions russes des chaînes chinoises qui sont la chaîne donc CGTN est la seule chaîne internationale d'information non russe qui est encore admise sur les plateformes russes. Et ceci, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un petit peu technique du point de vue juridique, mais sous la compétence juridique de l'ARCOM, l'autorité française. Alors, Medusa, un des journaux d'opposition russe, a publié en 2022 un article très intéressant analysant les accords passés entre le China Media Group, qui est le groupe chinois qui chapeaute ces chaînes, et Rosia Segondia, qui est une des sociétés russes qui gère les sites internet Sputnik, et donc qui fait partie de l'appareil de propagande russe. Donc 2018, accord entre ces 2 entreprises pour des échanges de contenu, d'informations, et évidemment dans le respect mutuel des politiques des 2 pays. En 2022, l'Ofcom, l'autorité britannique qui avait donné des licences à CGTN, a révoqué ces licences parce que CGTN avait diffusé une interview forcée d'un citoyen britannique prisonnier accusé d'espionnage en Chine. Et du coup, c'est l'ARCOM qui est devenu l'autorité compétente. En ce qui concerne l'Iran, là encore, c'est Eutelsat qui a diffusé depuis 2007 le bouquet de chaînes iraniennes de l'IRIP, donc qui est l'organisme d'État iranien. Il y a eu des premières sanctions en 2012 par l'Union européenne, donc pendant un temps,
Eutelsat a interrompu la diffusion, mais dès 2014, les chaînes iraniennes sont revenues à la fois sur un satellite Hotbird, donc visant l'Europe, et sur un satellite visant le Moyen-Orient, jusque des sanctions le 14 décembre 2022 contre la chaîne Presse TV, qui est la chaîne en anglais de ce bouquet IRIB. Et puis le 12 décembre 2022, l'Union européenne a pris des sanctions contre l'IRIB, et Eutelsat là s'est plié directement et a interrompu la diffusion de ces chaînes qui directement ont été reprises sur un satellite russe, confirmant évidemment oui, elles sont toujours accessibles sur Internet. Je reviendrai après sur Internet, qui est un problème complémentaire. Je voudrais ajouter qu'il y a encore un autre domaine dans lequel Eutelsat joue un rôle un petit peu inquiétant, c'est par rapport au monde arabe. En 2011, Eutelsat a lancé 2 satellites, Eutelsat 7 et Eutelsat 8, qui visent essentiellement le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, mais qui sont aussi, j'allais dire heureusement, reçus dans le sud de l'Europe. Et je dis heureusement parce que ça donne une compétence, par le biais des textes européens, ça donne une compétence aux autorités nationales européennes, suivant les cas, à la Grande-Bretagne, la France ou l'Italie. Et Eutelsat est l'acteur principal dans le domaine de la télévision par satellite au Moyen-Orient, et j'ai dénombré pas moins de 360 chaînes arabophones sur les satellites Eutelsat, avec un régime juridique assez incertain. Et l'exemple le plus frappant, j'avais déjà repéré ça, j'avais déjà alerté l'ARCOM en novembre 2022, c'est le cas de la chaîne Al Mayadeen TV, qui est une chaîne libanaise, qui est une chaîne proche du Hezbollah, certains disent financée par l'Iran, qui donne des tribunes en direct aux dirigeants du Hamas, aux dirigeants du djihad islamique, aux dirigeants des mouvements Houthis, et qui évidemment soutient la ligne russe de la dénonciation du régime ukro-nazi ukrainien, et qui tout récemment vient de donner une émission régulière à la fille de Che Guevara. Il y a aussi des accords avec TV Sud, la chaîne de Maduro. Donc vraiment une chaîne qui synthétise l'ensemble de ce mouvement anti-occidental, avec des déclarations qui dépassent les attaques contre le sionisme, qui sont par exemple des interviews de dirigeants houthis qui tiennent un discours antisémite de base, y compris des déclarations disant si l'Ukraine a des problèmes, c'est parce que son président est juif. Et tout cela diffusé donc par 3 satellites Eutelsat. Et on a interpellé l'ARCOM, et après quelques semaines, l'ARCOM nous a dit « Ah, mais nous ne sommes pas l'autorité responsable pour cette chaîne. Cette chaîne relève de la juridiction italienne. » Et finalement, le secrétaire général d'Eutelsat, avec qui finalement on a quand même arrivé à établir un dialogue, m'a avoué que les chaînes étaient émises par 2 téléports italiens, dont un téléport appartenant à Eutelsat, donc vers les satellites, sans les licences nécessaires en Italie. Et j'ai une lettre du président de l'Agicom, qui est l'équivalent italien de l'ARCOM, reconnaissant que ces chaînes sont diffusées donc de manière illégale et qu'une enquête policière a été lancée donc à la mi-décembre. On n'a pas encore les résultats de cette enquête, mais ça veut dire qu'une entreprise française, dont l'État français et depuis septembre le gouvernement britannique sont actionnaires, diffuse de manière illégale une chaîne qui soutient les organisations terroristes islamistes. Et là, je pense qu'il y a vraiment un problème qu'il faut poser. Moi, j'étais un petit peu long. Merci beaucoup. Je pourrais poser les problèmes juridiques. On va y revenir dans un instant.
Merci beaucoup André Lange pour ce focus plus spécifique d'ailleurs lié effectivement au rôle d'une société comme Euralis-Sat et sur une forme de naïveté aussi, hein, d'ailleurs on l'a bien compris d'un certain nombre d'instances. Juste, je vous redonne la parole juste 5 minutes à chacun avant de me tourner vers la salle pour qu'on prenne évidemment vos questions. Et comme vous avez fait vous avez traité plus particulièrement effectivement de la Russie. Je voulais demander à David Colomb comment est-ce que la Russie de Poutine, comment le système poutinien a adapté son système, on va dire, de propagande, de désinformation au contexte créé par l'agression de la Russie. C'est-à-dire que là, très clairement, voilà, la guerre a commencé depuis bientôt 2 ans. On va bientôt franchir ce cap-là. Les responsabilités sont clairement établies. Un pays indépendant a attaqué un autre et a envahi un autre pays indépendant. Il y a eu effectivement une mobilisation, en tout cas d'une bonne partie de l'Europe, de l'Europe et puis du monde occidental en soutien à l'Ukraine. Et pour autant, on le voit, il y a d'une part une forme peut-être de lassitude de certaines opinions occidentales, d'autre part des changements d'attitude de certains dirigeants. On peut en redouter d'autres aussi au vu des échéances électorales à venir dans le courant de l'année, qu'il s'agisse des élections européennes d'une part ou de l'élection présidentielle américaine d'autre part. Comment est-ce que le système de propagande russe s'est adapté à cette nouvelle situation qu'il a lui-même créée, hein, que Vladimir Poutine a lui-même créée, c'est-à-dire dès lors que le pays est en guerre, comment essayer d'éroder peu à peu et de retrouver justement, d'effacer sa responsabilité. Et est-ce que notamment, on le sait, il y avait un certain nombre d'agents d'influence, de relais, y compris d'ailleurs parmi le personnel politique, et y compris en France. Ceux-ci ont fait, on va dire, profil bas au lendemain du 24 février 2022 pendant un certain temps, et puis on a le sentiment qu'ils réattisent peut-être une certaine indulgence à l'endroit de Vladimir Poutine pour parler par euphémisme. Donc comment s'est adapté le système de propagande russe à ce contexte de guerre qu'il a lui-même créé? Alors, avant de parler de l'adaptation, je voudrais d'abord souligner l'extraordinaire continuité de l'action des services de renseignement russes sur la longue durée. Le SVR, le renseignement extérieur, l'a manifesté publiquement le 11 septembre 2023, date qui n'a pas été choisie au hasard, lors de l'inauguration de la statue de Dzerzhinsky, à l'occasion du 100e anniversaire du bureau de la désinformatia, dont il est l'héritier, avec, dans l'intervalle, la GPU, le NKVD et bien évidemment le premier directorat du KGB. Il y a la même continuité dans l'action du renseignement militaire qui a été fondée en 1918, et cette continuité historique de ces services se traduit par des stratégies qui ont été au fond déterminées par Lénine, par des tactiques qui sont hérités d'Andropov, qui est le modèle de Vladimir Poutine, et exécutés par un personnel des services de renseignement qui appartient à la génération de Vladimir Poutine, c'est-à-dire une génération entrée au KGB dans les années 1970. Et c'est très frappant. Dans le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, vous avez, en formation restreinte, vous avez une majorité écrasante d'anciens du KGB qui, sur la longue durée, poursuivent ce qu'ils ont appris d'Andropov, ce qu'ils ont appris des grands désinformateurs d'Allemagne de l'Est. Et donc ça, c'est le premier point. La stratégie, la tactique et même les modes opératoires n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est l'environnement. Je vous en donne un exemple. Le KGB, dans les années 60, pour ses opérations de désinformation, créait des faux journaux. Les faux journaux, il les faisait imprimer en Roumanie, le New Times pour la théorie du complot relative à la mort de Kennedy, puis il faisait acheminer clandestinement ces exemplaires imprimés dans des pays occidentaux, l'Angleterre, les États-Unis, dans l'espoir qu'un journaliste se fasse prendre et relaye les informations dans ce journal. Aujourd'hui, que font les prestataires des services de renseignement russes? Je parle bien de prestataires parce que les services de renseignement russes s'appuient, comme tout le monde, sur des sociétés de marketing digital qui font le travail pour eux. Ils conçoivent des outils de désinformation tels que le fameux réseau RRN ou Doppelganger qui génèrent automatiquement des faux médias et qui génèrent également de la viralité, qui génèrent de l'efficacité. Il y a une longue tradition russe, soviétique et de nouveau russe, de perturbation, de piratage de l'espace informationnel de nos débats politiques depuis toujours, depuis l'époque de la création de la LICRA, et même avant. Et cette
tradition a été renouvelée par les possibilités offertes par les moyens modernes. Vous savez, je vous donnais l'exemple, 3 minutes. Les étoiles bleues de David. Je vais vous raconter sur les murs. Je vous raconte juste l'histoire de cette affaire. Tout débute le 12 octobre, quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait état de la recrudescence des actes antisémites à la suite de l'attaque terroriste du Hamas. Et il mentionne dans son communiqué la nature de ces actes, à savoir des insultes et des tags. Quelqu'un au Kremlin, entendant le mot tag, se dit « Tiens, opportunité ». L'opération est lancée. Le Kremlin passe par un prestataire moldave qui avait eu maille à partir avec le FSB, autrement dit, il avait un service à rendre sous peine de prison ou pire encore. Il recrute 2 couples de Moldaves en situation irrégulière pour 50 € chacun, qui, accompagnés par un mystérieux accompagnateur, probablement des services de renseignement, ont tagué ces étoiles bleues au pochoir, de façon aléatoire dans les rues de Paris et l'approche banlieue. Et puis, ça ne produit aucun effet lorsque le premier couple a opéré. Alors, le réseau Doppelganger entre en action, 1000 et quelques trolls faux comptes gérés par un botnet, un système automatisé, qui vont diffuser des photographies très probablement prises par les auteurs ou leurs accompagnateurs sur Twitter pour qu'elles gagnent la sphère médiatique et des journalistes français en parlent. Ça ne marche toujours pas, mais une deuxième équipe est sur place et une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris, lequel fait acte de prudence au moment de caractériser l'acte. Le parquet de Paris n'a pas caractérisé l'acte d'antisémite. Il a observé que ces étoiles étaient bleues, propres. Elle n'était accompagnée d'aucun propos antisémite. Elle ne ciblait pas des lieux spécifiquement identifiés comme des lieux où résidaient des juifs, ou des synagogues, ou des cimetières juifs, à la différence de l'opération Svastika du KGB entre 1957 et 1959. Mais les journalistes, Renaud, n'ont pas toujours fait preuve de la même circonspection que le parquet de Paris. Et vous vous souvenez de cet emballement médiatique formidable, de ces quelques 48 heures que nous avons passées dans une espèce de bulle informationnelle absolument émotionnellement chargée, puisque rappelant les pires heures de notre histoire, avec notre première ministre qui, à l'Assemblée nationale, a caractérisé d'antisémites ces étoiles bleues, et notre ministre de l'Intérieur qui est allé jusqu'à les attribuer à des militants islamistes ou à une extrême gauche radicale. Et c'est là que l'opération du Kremlin s'est refermée comme un piège. Le 2 novembre, Alain Soral, dont je parlais, sur son blog Égalité et Réconciliation, consacre un article à ces étoiles. Acte antisémite ou pas acte antisémite ? On nous dit que c'est antisémite. Les médias français, la première ministre dit que c'est antisémite, mais ces étoiles sont bleues. Le commanditaire moldave dit qu'il a agi pour le compte de l'organisation des boucliers de David, qu'il a utilisé de l'encre lavable pour ne pas heurter la sensibilité de la maire de Paris. Il a également pris soin, bien évidemment, de nettoyer une... Bref. Et, écrit Soral, qu'est-ce que cela nous révèle ? Cela nous révèle que ces actes antisémites dont on parle, peut-être qu'ils ont été commis par des juifs, au fond. Et les statistiques qu'avance le ministre de l'Intérieur, il l'écrit ainsi. D'où viennent-elles ? Des juifs. C'était pour moi un moment de bascule, le moment où j'ai vu sous mes yeux une théorie du complot antisémite naître en temps réel sur ce blog d'Alain Soral. Mais vous devinez qu'Alain Soral n'a pas pris son information dans son esprit, mais sur une boucle Telegram pilotée par le Kremlin. Et tous les relais d'influence innombrables en France et ailleurs du Kremlin ont relayé ce même narratif, puis la diplomatie publique, puis la parole stratégique de Lavrov et également de Poutine ont relayé ce même narratif, avec cette idée au fond que on nous parle en France d'actes antisémites, mais il y a des raisons d'en douter. Et un imam de la mosquée de Paris, à l'antenne d'une chaîne de télévision, lorsqu'il est interrogé sur les actes antisémites, réels, authentiques, répond « Mais ils sont où, vos actes antisémites ?» C'est l'opération la plus rudimentaire et la plus efficace, à ma connaissance, de l'histoire des services de renseignement. Parce que, pour répondre maintenant à votre question, il y a
une visée stratégique qui repose sur l'alliance opératoire avec la Chine, avec l'Iran, avec leurs alliés respectifs et les alliés de la Russie. Il y a également une action de type opportuniste qui consiste à saisir toutes les situations propices au piratage du débat public pour amplifier le chaos informationnel et fragiliser notre régime de vérité. On parle de punaises de lit, nos services russes en font une tonne et amplifient le récit. Nous pouvons nous attendre à une année à la fois distrayante et amusante en termes de propagande à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, malheureusement. Mais nous devons, nous, dénoncer ces pratiques et surtout les porter à la connaissance du grand public. Vous savez, quand je parle de ces questions publiquement, on me parle toujours d'éducation aux médias. Et je réponds, oui, je veux bien faire de l'éducation aux médias dans les écoles, mais je voudrais d'abord éduquer les journalistes pour que, en présence d'une dépêche émanant manifestement du Hamas, il manifeste quelques circonspection. Face à une opération manifestement pilotée par le Kremlin, ils fassent preuve de prudence et surtout qu'ils aient connaissance des intentions stratégiques du Kremlin. On les connaît. On sait que le Kremlin veut diviser les Européens, fragiliser leur confiance dans la capacité des Ukrainiens à faire face. Or, cette guerre, vous le savez, c'est la nôtre. Merci David Colomb et merci de nous avoir disséqué cet exemple extrêmement concret et extrêmement récent justement de ces méthodes. C'est satané journalisme, mais vous avez bien raison, souvent qui ont tendance. Je suis désolé. Mais non, mais de toute façon, nul n'est inattaquable. Bien au contraire, la critique est saine et le doute est fécond et c'est bien souvent ce qu'oublient nombre de journalistes effectivement dans telles circonstances. Et merci aussi de nous avoir rappelé la permanence de ces méthodes au regard de la longue histoire de l'Union soviétique en matière de propagande. Vous expliquiez, vous avez évoqué le fait qu'elles avaient été de fait inventées par Lénine, ces méthodes, et c'est d'autant plus nécessaire à 48 heures, si je ne me trompe pas, du 100e anniversaire de la disparition du même Lénine. Je me retourne vers vous pour vous demander s'il y a justement, Nazila Golestan, la même permanence, puisque vous étiez dans un exposé historique de l'évolution justement du système de propagande du régime islamique iranien depuis la Révolution. Justement, est-ce que les années suivantes, que vous n'avez pas encore évoquées, manifestent la même permanence et la même stratégie? Merci David pour cette intervention. Je continue, oui. La République islamique, on considère toujours comme des élèves de l'URSS, donc ils utilisent toujours les mêmes méthodes, les mêmes systèmes. Je pense, Mohamed, tu vas afficher, je vais vous faire voir 1 minute d'une série qui se passe en ce moment en Iran. Là, on a parlé, par exemple, de le film d'antisémitisme qu'ils ont produit. C'est le ministre de la Culture qui ont produit ce film. Par exemple, lui, c'est un islamiste, c'est le bon gars qui rentre chez sa cousine. Il dit, je pose juste une question. Est-ce que tu sais que tu es en train de t'épouser avec une famille Baha'i? Baha'i, c'est une religion en Iran que depuis 1979, c'est interdit, même ils déterrent leurs morts, ils n'ont même pas le droit d'enterrer leurs cadavres. Donc, ils dépensent autant de budget du pays juste pour montrer qui est le méchant. Enfin, ils déplacent la place des méchants et du mal. Ça, c'était le ministre de la Culture islamique iranien. Après, un autre outil que le QG du Guide suprême, c'est la radio-télévision de la République islamique, qui est un des piliers de Guide suprême pour faire des propagandes et tout ce qui est des informations, production des mensongères, etc. Et il est vraiment sous l'étroite supervision du Guide suprême. Même la direction, c'est lui qui choisit. Et d'après la Constitution de la République islamique, d'après l'article 175, c'est bien marqué la liberté d'expression et de publication des idées de la radio-télévision de la République islamique doit s'exercer en conformité avec
avec les lois islamiques et les intérêts nationaux. Et cette institution de la radio-télévision du régime, il possède plus de 50 chaînes de télévision multilangues à l'étranger. Ça veut dire qui sont basées à Téhéran, au Liban et en Irak. Des centaines de websites et aussi des 200 ou je sais pas des centaines de journaux imprimés. J'insiste ici pour dire que le budget de la radio-télévision de la République islamique, il fait d'environ 750 millions de dollars. Ça veut dire, en 2018, c'est un peu équivalent de la radio-télévision des États-Unis. Après, comparer l'économie, la proportion de population. Et encore, cette année, pour le budget, ils ont augmenté le budget à 47,7%. Pourtant, quand on regarde l'inflation économique du pays. Je vais passer rapidement pour vous donner quelques exemples. Par exemple, Sahar TV, c'est une chaîne qu'ils ont lancée en 2005. C'est en plusieurs langues, en anglais, en français, kurde, ourdou, bosnien et azéri. Et c'est marqué bien. Les objectifs de cette chaîne sont de propager l'idéologie du guide suprême, d'exporter la révolution islamique ailleurs, divulguer antisémitisme, antisionisme et contre l'influence des médias occidentaux. La chaîne Al-Olam, c'est en arabe. Donc, objectif, c'est pareil, c'est de lutter contre le monopole détenu par les pays occidentaux sur les chaînes d'information. C'est une chaîne en arabe qui vise la population arabe dans la région. Après, il y a d'autres chaînes arabes pareilles. Il y a Presse TV que vous avez parlé, André, et Al-Kawsar et surtout Hispan TV. Hispan TV, c'est en espagnol qui vise la population d'Amérique du Sud. Et justement, quand on regarde la liste des journalistes qui travaillent chez Hispan TV, il y a des gens du Venezuela, de la Colombie, de l'Espagne, de Russie qui sont engagés et c'est l'Iran qui les paye. Ils ont même lancé une radio en 2001 qui s'appelle Radio David en hébreu, qui vise justement la population israélienne qui sont en Israël dans la région. Donc, après, on a des télévisions des milices iraniennes qui sont attachées de corps des gardiens islamiques qui sont en Irak. Voilà, j'ai juste mis une liste juste pour vous montrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aller sur chacun. Donc, après, ça, c'est des milices. Vous voyez, par exemple, Badr, Hezbollah, qui sont attachés au corps des gardiens islamiques en Irak, au Liban, etc., que chacun et chacune, ils ont une télévision et une radio et sur les satellites, sur les sites Internet, ils sont disponibles. L'Union des radios et télévisions islamiques, c'est une entité qui a été créée à l'initiative de certains nombres de pays, des radios et télévisions des institutions des pays musulmans. Et en juin 2007, il est indépendant de l'Iran, mais il est influencé par le quartier général du guide suprême. Et on voit que leur base, leur office, il est à Téhéran. Et quand vous allez sur le site, c'est en arabe, persan et anglais. C'est comme d'autres pays, par exemple les Turcs et les autres pays, il n'y a pas d'autres langues. Et donc, passons de la radio-télévision, je voudrais juste parler un peu de la face à la supériorité de militaires des Américains. C'est là que les Chinois, les Russes et les Iraniens, ils se sont redoublés leurs efforts pour mener une offensive tous azimut visant à exploiter toutes les ressources du cyberespace. Je pense, oui, ça c'est l'ancien ministre iranien du renseignement, Heydar Mouslehi, en 2018, si je ne me trompe pas la date. Il a déclaré « Nous n'avons pas de guerre physique avec l'ennemi, mais nous sommes engagés dans une intense guerre de l'information. » Donc, ils se sont vraiment misés tout le budget, la majorité du budget du pays pour les polices cyber pour déjà répression de l'opposition à l'intérieur qu'à l'extérieur et de faire les propagandes et des informations. Juste, je vous donne un exemple. Par exemple, les experts de l'université de Portsmouth, grâce à l'intelligence artificielle, ils ont identifié des milliers de tweets de propagande d'État islamique d'Iran sur l'accord nucléaire. Ça veut dire, c'est juste pour un cas, ils ont identifié de plus de 9 millions de tweets provenant de près de 6 000 comptes dans 67 langues que Tweet avait identifié comme étant liés à l'État iranien. C'était juste sur l'accord nucléaire. Ça, c'était juste un exemple. Donc, on passe dans les journaux, on passe, par exemple, ici, c'est bon, Le Point.
On voit que, par exemple, des représentants chinois, russes et iraniens qui s'inquiètent des violences de la police française. En marge des manifestants, un représentant de la Malaisie, dont l'ancien Premier ministre avait appelé à tuer des millions de Français, qui appelle la France à modifier rapidement la loi interdisant aux femmes de se couvrir le visage dans les espaces publics. On voit qu'à l'occasion d'une séance bien réelle de la 52e session des Nations Unies, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, on condamne la France. Donc, on voit que comment la propagande de ces trois autocrates, des États autocrates, il va jusqu'à même les Nations Unies, si on peut l'appeler les Nations Unies, enfin. Après, je vous donne un autre exemple. Par exemple, lui, il était le ministre de la Culture du président Khatami. Aujourd'hui, il habite à Londres. C'est lui qui a traduit le livre de Salman Rushdie. Autrement, il a présenté pour Khomeini qui lui ont donné le fatwa pour être assassiné. Et lui, il est à Londres. Quand il y a eu des émeutes à Paris, en France, il a tweeté un communiqué qui est complètement faux. En première, il dit, il invite la police française. Il dit que la police française, il a annoncé qu'il va faire le blackout d'Internet. Premier mensonge. Deuxièmement, il dit c'est ces Français qui voulaient nous apprendre la liberté d'expression Internet. Et troisièmement, il cite un poème d'un poète iranien que tous ces poèmes, il est antithèse des islamistes. Donc, déjà 3 fois, et la communiqué que vous voyez, c'est une fausse communiqué. Après le Quai d'Orsay, il était obligé de republier un communiqué pour dire que voilà, c'est une fausse communiqué. Juste pour finir, je vais vous montrer, par exemple, là, vous voyez le farce. C'est un site de gardiens, le corps des gardiens islamistes, qui parle de la fin de la police des mœurs. On était en plein de révolution Femmes et Liberté. Ça faisait quelques mois. Toutes les infos, tous les médias américains, New York Times, ça ne me tombe pas. Et ici en France, Le Point, je pense... Non, France Info, Le Monde, Amnesty, ils répètent la même chose. Ça veut dire tous les titres qu'ils publient, tout de suite, après on voit que ici malheureusement, les journalistes, ils l'utilisent parce que je pense aujourd'hui, on souffre d'un journalisme de qualité. Ça veut dire, moi-même, je travaille dans les médias, je fais des productions, je suis journaliste, mais j'ai remarqué que tout le monde cherche d'être en premier, juste publier une info. Et voilà, on fait plus des investigations, on respecte plus d'éthique de journalistique, malheureusement. Et c'est juste une comparaison, parce que vous m'avez posé la question, qu'est-ce que l'Europe, nous, on doit faire ici? J'ai juste mis les chiffres. J'ai juste mis les chiffres parce que, par exemple, dans les pays comme l'Iran, etc., il y a des majorités qui sont, leur outil, la population, leur outil, c'est des réseaux sociaux, d'accord? Là, on n'a pas vraiment des médias indépendants. Des Iraniens. Donc, nous, ici, les citoyens, ici, par exemple, nous, on paye des impôts pour qu'on a l'Euronews et Radio France Internationale de France qui a des programmes pour, par exemple, les Russes, les Iraniens, les Chinois dans plusieurs langues, pour ceux qui se battent pour la démocratie. Et là, quand on regarde les chiffres, Euronews, par exemple, pour Telegram, il est à 91, 2 millions. RFI, il est à 865 et 644 followers sur Instagram. On passe à, par exemple, le média de corps des gardiens islamiques, qui est, par exemple, sous sanction, il est à 1,5 million. Regardez la différence de chiffres. Ça veut dire, nous, on a... c'est ce que moi je pense, et je dis toujours à nos amis, aux parlementaires, au Parlement européen, déjà, il faut augmenter les budgets pour ces sections, soit les fermer, c'est mieux, et soit vraiment augmenter le budget, engager des journalistes, des vrais journalistes, et il faut vraiment investir à ce sujet, surtout que nous, notre outil ici, c'est notre démocratie, c'est nos valeurs. Par exemple, quand on voit qu'en Iran, il passe le Parlement islamique, il passe une loi contre l'avortement, etc. Moi, je regarde sur le site de RFI, je vois qu'il y a des magnifiques documentaires sur Simone Veil. C'est simple, vous pouvez juste le traduire en plusieurs langues, d'autres langues, et vous le diffusez. Mais ça ne se fait pas. Donc, pour finir, c'est promis. Pour finir, voilà, c'est juste un exemple. Par exemple, Radio Free Europe,
ils ont mis des postes, ils ont juste sélectionné par exemple Mahsa Amini parce que c'était un événement vraiment très important l'année dernière. Quand on va dessus, là-haut vous voyez, il y a des milliers de postes qu'ils ont travaillé depuis, durant la Révolution Femmes-Liberté. On va passer par exemple à Voice of America, c'est pareil, ils ont consacré des parties pour les femmes et libertés, Deutsche Welle, c'est pareil. On passe à l'Euronews. Voilà, l'Euronews, ils nous ont fait plaisir, mettant en partie pour la Révolution Femmes et Liberté. Mais quand on va dessous, on voit qu'il y a juste 2 postes. Et pendant le mouvement Femmes et Liberté, ils ont interviewé un professeur à Téhéran. Les hommes et les femmes, ils sont en train de se faire tuer pour la liberté, l'égalité femmes-hommes. Et ils font une interview, juste une interview, avec un professeur à Téhéran qui dit l'État iranien n'est pas un État misogyne. Juste un exemple. Et on passe après, par exemple, RFI, le pauvre, bon, il n'a rien. Je ne dis plus rien. C'est fini. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Nazila Golestan. Alors, je vous propose, et ça permettra à André Lange aussi de répondre, mais je pense qu'on va prendre des questions de la salle parce que je crois que nous devons nous quitter autour de 21h. Et si je regarde ma montre, voilà, nous approchons de ce terme. Juste un petit point, et c'est absolument pas pour faire du corporatisme, vous avez bien raison que le journalisme souffre d'innombrables tares, notamment le suivisme, le caractère moutonnier, la crédulité, le manque de travail, tout simplement. Hein. C'est en grande partie, si j'ose dire, un métier de feignant. Et je sais de quoi je parle. Donc c'est absolument pas pour défendre cette corporation générale qui est en plus extrêmement diverse. Je voudrais juste appeler aussi l'attention sur notre responsabilité collective. Et je sais bien que ici j'ai affaire à des citoyens éclairés, mais malheureusement je constate aussi que parfois des médias, et a fortiori d'ailleurs un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, qui tournent le dos à l'information vraie, à la vérité, par exemple pour se convertir à la polémique permanente sur tout et rien. Je pense notamment à l'évolution d'une chaîne ces derniers mois qu'il n'est pas nécessaire de citer pour voir l'évolution éditoriale. Et quand on suit attentivement ce qui se dit sur cette chaîne, la vérité et la précision des faits est devenue, somme toute, secondaire au regard de la polémique permanente, à des fins de propagande diverses et variées. Le problème, c'est que je constate que l'audience augmente. Et c'est vrai que c'est aussi évidemment une responsabilité citoyenne que de réussir à trouver les bons canaux d'information, les bons journaux ou les bons médias qui, eux, ont encore le souci de la précision et de la vérité. C'est-à-dire que c'est toujours un phénomène dialectique. On va prendre quelques questions, si possible des questions brèves, afin que les réponses le soient aussi, car il nous reste vraiment très peu de temps. On va prendre 3 questions. Voilà, y a un micro qui circule. Il vaut mieux que ça fasse... Question brève, réponse brève. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des modèles de contre-mesures vous avez parlé de Taïwan tout à l'heure, qui permettrait de, notamment en direction de la jeunesse, de renforcer, je vais dire, les mécanismes de résistance. Merci pour cette excellente question. On va en noter une deuxième et ensuite je donne la parole au... Bonsoir, merci beaucoup. En général, pour démêler le vrai du faux, on se demande à qui profite le crime. Ici, c'est vraisemblablement plus la Chine qui en tire le plus de profit. Mais je voudrais savoir si, à votre avis, elle en profite d'une situation favorable en tirant les bonnes ficelles et en créant les bonnes alliances, ou bien si elle est vraiment active autour de cet axe avec des véritables actions. Et très rapidement, si vous me permettez, une deuxième question, surtout pour madame, par rapport à l'Iran. Quand on sait ce qui est arrivé au Liban ces dernières décennies par l'action directe de l'Iran via les Palestiniens et le Hezbollah, donc le massacre des chrétiens et l'islamisation du pays, avec une stratégie démographique de grand remplacement qui existe, pourquoi aux États-Unis, en Angleterre et en France, cette théorie du grand remplacement n'a aucun écho et qu'on continue à vivre dans le déni? Merci. Une troisième et dernière question. Bonsoir. Permettez-moi de poser cette question en anglais, comme ça il y a plus large nombre de gens qui peuvent profiter de ces infos. Donc, en anglais, en fait, vous voulez que je reste en français parce qu'en fait il y a... mon question c'est concernant l'Iran, que l'influence de l'Iran
non seulement qui est en Iran, mais dans les autres pays aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 3-4 jours? Je suis sûr que vous êtes au courant qu'il y a l'Iran qui a attaqué Pakistan avec des missiles, et puis le Pakistan a répondu. Donc, il y a un nouveau conflit qui commence entre ces deux pays. Alors, Pakistan, l'autre côté, il y a eu un changement de régime qui était bien concerné par rapport à la lobby. Le Pakistan était en train de changer la lobby, d'y aller vers la Chine et la Russie. Et d'ailleurs, avec le changement de régime, ils sont tournés loin de Chine et Russie. Donc l'Iran, sachant qu'il fait le lobby avec l'Iran et avec Russie et Chine, est-ce que c'est à cause de ça qu'il joue un proxy war contre Pakistan? Voilà, mon question c'est pour vous. Merci monsieur. Alors, on va déjà répondre à ces 3 premières questions. La première portait sur le modèle. Y a-t-il un contre-modèle justement, des contre-mesures en quelque sorte, notamment en direction de la jeunesse plus spécifiquement? Je ne sais pas lequel je peux. 3. David Collomb, allez-y en quelques mots, je vous en prie. André, allez-y, tous les deux. André, allez-y. Oui, moi ce que je voudrais dire par rapport à la jeunesse, je n'ai peut-être pas d'idée très originale, mais je pense qu'il y a la première chose à faire, c'est de définir des ripostes institutionnelles de type des sanctions. Alors je sais que les sanctions sont très critiquées, évidemment par les Russes, par les Iraniens. Quand l'Union européenne a pris les sanctions contre l'IRIB, j'ai trouvé un texte dans une agence de presse iranienne disant pour nous, nos chaînes internationales, c'est aussi important que nos missiles et nos drones, qui était quand même significatif. Donc il y a une problématique, et accusant évidemment l'Europe d'hypocrisie, de ne pas respecter la liberté d'expression. Et je pense que le cœur du problème est là, c'est comment prendre des mesures contre ces médias, non seulement de désinformation, mais d'incitation à la haine, qui est une chose beaucoup plus importante à mon avis. Enfin, quand on voit les chaînes russes s'adressant au public russe, c'est vraiment des chaînes où pratiquement quotidiennement il y a des incitations au génocide, des appels au meurtre de dirigeants, de journalistes visitant l'Ukraine, etc. Et je pense que là, il faut affronter le problème des sanctions. L'Union européenne l'a fait de 2 manières, en prenant des sanctions d'abord contre des chaînes et puis contre des entreprises de médias russes. Les sanctions contre les chaînes ont relativement été bien respectées, sauf, il y a quelques exceptions, mais par exemple, la SES, les Luxembourgeois continuent à diffuser Russia Today vers l'Inde, ce qui est quand même pas un pays, disons, sans importance stratégique. Et les sanctions contre les entreprises, elles, ne sont pas prises avec des arguments juridiques plus ou moins fondés, mais par exemple, Eutelsat continue à diffuser vers la Russie et vers les territoires occupés de l'Ukraine la chaîne Zvezda de l'armée russe. C'est quand même assez incroyable. Alors, l'argumentaire juridique de l'Union européenne qui a été confirmé par le tribunal européen quand RT France a porté plainte, c'est de dire que oui, l'Union européenne a le droit d'assurer la défense du territoire européen, et quand il y a des stratégies de déstabilisation par l'information, a le droit de prendre des sanctions dès lors qu'elles sont limitées dans le temps, qu'elles sont proportionnelles, qu'elles respectent le principe de proportionnalité et qu'elles sont justifiées, argumentées juridiquement. Mais voilà, en France, les sanctions sur Internet, parce que j'ai beaucoup parlé des opérateurs satellites, mais les sanctions sur Internet ne sont pas respectées. Là, je viens d'envoyer à la Direction générale du Trésor, qui est responsable de la mise en œuvre des sanctions, un fichier Excel avec 700 URL, 700 adresses de sites ou de flux directs ou de comptes sur les réseaux sociaux des chaînes russes sanctionnées, qui sont accessibles en France sans VPN. Et donc, à quoi ça sert d'avoir des sanctions si on ne les met pas en œuvre? Et là, il y a un problème qui, à mon avis, est un problème de responsabilité politique directe. Merci. Merci André Lange. David Collomb. Je vais répondre à 2 questions en une. L'action de la Chine
est déterminée depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping, elle s'est accentuée depuis 2017 et elle a pris des proportions dramatiques depuis la pandémie de 2020, lorsque la mise en cause internationale de la Chine dans les origines et la diffusion de la pandémie a eu pour effet de faire percevoir au Parti communiste chinois une menace existentielle pour son contrôle de la société chinoise. C'est un parti-État, la Chine, le parti craint de perdre le contrôle et a réagi en accélérant toutes les mesures dirigées contre les démocraties. Donc, ce degré de menace a conduit à une riposte qui n'est pas à ce jour coordonnée, mais qui est à l'échelle qui doit être la sienne, c'est-à-dire l'échelle globale. Hier, le 18 janvier, le GEC, le Global Engagement Center du département d'État des États-Unis, a publié une note de cadrage sur cette approche multilatérale, en posant le cadre de cette approche multilatérale, parce que l'enjeu pour nos démocraties, c'est de s'unir pour se défendre face à une menace qui est asymétrique. Elle est fondamentalement asymétrique. Et il existe des instances qui nous offrent l'opportunité de réfléchir ensemble à la meilleure riposte. J'ai eu la chance de lire un rapport apparaître bientôt de l'OCDE sur la lutte contre la désinformation, qui s'appuie sur l'exemple de ce qui a produit des effets bénéfiques dans ces 38 pays membres. Nous avons à nous inspirer de ce qui a fonctionné en Finlande, de ce qui a fonctionné également en Norvège, de ce qui a fonctionné dans un certain nombre de pays. Je ne vais pas tous les énumérer, les Pays-Bas sont en pointe en la matière. Et nous avons des motifs d'espoir. Dans mon livre, je consacre de long développement à l'origine de l'analyse prédictive du comportement et le micro-ciblage, c'est-à-dire l'université de Cambridge. Dans cette même université de Cambridge, une équipe de chercheurs d'un autre centre a inventé des vaccins informationnels, ce qu'ils appellent le pre-bunking. Ils ont collaboré avec l'OMS, ils ont travaillé avec le département d'État des États-Unis, ils ont travaillé avec Google, ils ont travaillé avec Facebook. Ils proposent des jeux sérieux qui sont en ligne, accessibles dans plusieurs langues et qui favorisent une forme d'immunité des individus face à des techniques de désinformation. Donc, il y a aussi des pistes en matière d'éducation aux médias, et en l'occurrence d'éducation à la désinformation. Nous sommes dans une phase absolument cruciale. Beaucoup de gens qui sont en première ligne de la guerre de l'information considèrent et me disent que c'est une année décisive pour nos démocraties. Et donc, nos démocraties doivent s'unir pour riposter tout en préservant leur modèle démocratique. C'est là l'enjeu fondamental. Trop souvent, certains pouvoirs exécutifs de régimes démocratiques prennent prétexte de la lutte contre les manipulations pour porter atteinte aux libertés fondamentales, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'informer ou la liberté de manifester. Nous devons faire face à la menace tout en préservant notre modèle de démocratie, parce que si nous ne le préservons pas, nous donnons raison à nos adversaires autocratiques. Merci. Merci David Collomb de rappeler ces principes démocratiques indépassables. Il y avait une question de monsieur sur l'ouverture de ce nouveau front par l'Iran, effectivement, au Pakistan. Peut-être que Nazila Golestan, vous pouvez répondre à cette question. Et est-ce qu'elle relève justement aussi de cette stratégie du régime iranien qu'on a évoquée ce soir ? Je pense que la guerre actuellement dans le Moyen-Orient, déjà c'est une guerre par les proxys. Ça veut dire il y a une explosion en Iran, après maintenant l'Iran la République islamique qui a attaqué l'Irak, partie Kurdistan et quelques jours au Pakistan pour attaquer les Jaish al-Adl. Je pense que le gouvernement pakistanais il a été passif. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec la Chine, etc., vis-à-vis les séparatistes. Donc, le gouvernement, il se prend légitime pour défendre la souveraineté de pays, pour montrer à son peuple, aux proxy, tous les pays qui sont derrière, qui manipulent éventuellement, pour montrer que voilà, nous, on défend notre frontière. Ça n'a rien à voir des complots, etc. Mais juste, je veux bien passer un message à ceux et celles qui pensent une guerre entre, par exemple, l'Israël et l'Iran, ça peut aider à effacer quelque chose, renversement le régime, ou par exemple,
je vais finir avec tous ces groupes terroristes. Moi, je vous donne ma parole que cette guerre, ça va détruire le pays et la République islamique, il va rester là-bas, ça va durer encore d'ici 3 et 4 décennies. Comme ils l'ont fait avec la guerre l'Iran-l'Irak, un an après, Khomeini, il a dit la guerre pour nous, c'est une bénédiction. C'est comme ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine, l'Irak et dans des autres pays dans le Moyen-Orient. Donc il faut tout faire pour que ces guerres ça cesse dans le Moyen-Orient. C'est dans l'intérêt de toutes les populations dans la région. Et je dis toujours, la meilleure alliée des Occidentaux, ce sont le peuple iranien qui se bat courageusement pour la liberté, pour la vie et pour l'égalité sexuelle. Donc, on n'a pas besoin de faire la guerre, on a besoin juste de soutenir cette population qui se bat tous les jours, qui est en résistance non violente tous les jours, tous les jours, tous les jours. Merci Nazila Golestan de ce rappel ô combien indispensable. André Lange, je vous en prie. Oui, je voulais juste terminer par un point positif qui résulte de l'action du comité d'Hydro. Nos partenaires de Reporters sans frontières, de RSF, ont obtenu l'allocation sur un des satellites Eutelsat d'un transpondeur qui va permettre, à partir du mois prochain, la diffusion vers l'Europe, mais aussi en partie vers la Russie, d'un bouquet de chaînes russes, certaines déjà, ou russophones déjà existantes, d'autres qui vont se créer en collaboration avec des journalistes russes en exil. Et donc là, une des solutions, c'est de proposer des chaînes alternatives, non seulement au public européen, mais vers les populations russophones. Ben, ils ont accepté, le contrat est signé. Oui, le contrat est bon. Et je ne peux pas entrer dans les détails du contrat parce que le contrat est confidentiel et c'est surtout RSF qui est porte-parole sur le dossier qu'il porte. Mais bon, là, on est arrivé, je pense que c'est parce qu'on a pu créer un rapport de force avec Eutelsat, en montrant qu'ils étaient quand même complices du régime russe, que bon, ils sont sentis obligés de nous proposer une solution qui n'est pas, je ne peux pas entrer dans les détails, mais qui n'est pas la solution idéale. Hein, il reste des problèmes. On va pas toucher l'ensemble de la population russe avec ces chaînes, mais c'est un premier pas. Merci André Lange. J'ai entendu aussi au passage une question, mais qui me semble-t-il est hors sujet au regard de la soirée, qui avait trait à la théorie du grand remplacement. Je ne suis pas sûr que ça rentre exactement dans le cadre de l'intitulé de notre soirée, les stratégies d'influence de l'axe Téhéran-Moscou-Pékin, une menace pour les démocraties. Donc c'est pour ça que j'imagine que c'est pas la peine d'y répondre. De surcroît, je rappellerai juste pour mémoire que c'est une très vieille théorie qui a été inventée d'ailleurs bien avant qu'elle soit popularisée par l'écrivain antisémite Renaud Camus au début des années 2000 si je ne me trompe pas, par René Binet au lendemain de la guerre en 1946, qui était un ancien trotskiste passé au nazisme, un collaborationniste qui avait effectivement inventé cette théorie, qui à l'époque consistait à expliquer que c'était les juifs, comme souvent, qui voulaient détruire donc l'Occident, les populations européennes, en y facilitant l'importation de populations non européennes afin de changer la nature du peuple. Mais là, encore une fois, du peuple occidental. Mais encore une fois, je pense que là, on s'éloigne considérablement de l'intitulé de cette soirée. Je me tourne vers les organisateurs, puisqu'on m'avait glissé qu'il fallait qu'on se quitte autour de 21h. Est-ce que quelqu'un peut me donner un signe de tête? Est-ce que je reprends quelques questions? Véronique Angèle, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Merci. Merci, vous m'entendez? Oui. Oui, on peut prendre encore 5-10 minutes. Je voulais juste préciser qu'au fond de la salle, nous avons en vente les ouvrages de David Colomb qu'il pourra vous dédicacer. Et je vous invite vraiment à les découvrir parce que c'est absolument passionnant. Donc il nous faut un petit peu de temps pour cette dédicace, mais on a encore quelques minutes. Alors, merci beaucoup Véronique Angèle. Je vous propose qu'on reprenne 2 dernières questions.
brève aussi, et nos intervenants vont s'engager à y répondre tout aussi brièvement qu'ils l'ont fait lors des questions précédentes. Je vous remercie. Bonjour, je représente Russie Liberté et ma question à madame à propos de position iranienne, de société civile iranienne vers l'aide de l'Iran vers l'aide de l'Iran à la Russie. Est-ce que cette position existe ou pas? Et deuxième question que je me pose, pourquoi la société civile russe et la société civile iranienne, qui ont finalement le même but, lutter contre leurs régimes qui sont amicales aujourd'hui, ne s'approchent pas? Merci beaucoup. Merci madame. Y a-t-il une toute dernière question? Oui, allez-y monsieur, je vous en prie. Parmi ce palmarès des virtuoses des vérités alternatives, il manque un nom, c'est très injuste, c'est celui de Donald Trump. Alors évidemment, il n'est pas dans l'axe que nous avons cité, mais on pourrait peut-être lui rendre cet hommage. Merci monsieur de ce rappel, effectivement. Et d'ailleurs, il est à craindre qu'il redevienne d'actualité, si ce n'est qu'il n'ait jamais d'ailleurs quitté l'actualité. Je propose donc aux intervenants de répondre à ces questions, afin de garder ensuite du temps, notamment pour David Colomb et son ouvrage. Qui veut répondre? Allez-y, Nazila, je vous en prie. Première question, c'était si l'Iran, il est la Russie pour l'Ukraine. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu, dès le départ, il y a eu une position, toute l'opposition iranienne, dans toutes les tendances qu'ils ont condamnées. Déjà en premier, c'est le budget du peuple qui vit dans la misère, qui est dépensé pour tous les drones, pour tuer d'autres gens en Ukraine. Ça a été toujours condamné. Et deuxièmement, votre réponse, pourquoi les sociétés civiles iraniennes et russes ne s'approchent pas? Pour deux raisons. Premièrement, le combat, c'est pas pareil parce que en Iran, on a un État théocratique, kleptocratique, corrompu. En Russie, on a un État qui est nationaliste, pro-nationaliste. Donc, les opposants, ils sont pas très pareils. Et c'est les deux combats, ils sont différents. Mais en même temps que les oppositions, moi, je peux parler pour les Iraniens, pas pour les Russes. On est vraiment, c'est un travail acharné. Ça veut dire tous les jours des menaces physiquement sur les réseaux sociaux. La famille qu'on a là-bas, des amis qu'on a là-bas, tous les jours, ils les prennent en otage. Ils menacent de collaborer, etc., etc. Donc, c'est un travail vraiment acharné. Je pense que s'approcher des sociétés civiles, c'est une bonne chose. Mais comme c'est les deux objectifs complètement différents, c'est pour ça que peut-être plutôt les Iraniens, je vois que pas mal des groupes opposants qui s'approchent aux Syriens, même à Venezuela. Moi, j'étais en contact avec pas mal des opposants à Venezuela, dans l'Amérique du Sud, dans les pays comme ça, qui ont un peu des États qui s'approchent un petit peu au niveau d'idéologie. Merci Nazila Golestan. Peut-être un mot, je ne sais pas qui veut intervenir, peut-être un mot effectivement sur Donald Trump, le grand oublié de nos échanges. Donald Trump, qui est évidemment l'un des apôtres et propagateurs des fake news ou des vérités alternatives ou autres. Je vous rappelle que Donald Trump n'est toujours pas au courant qu'il a perdu la dernière élection américaine. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il envisage de gagner la prochaine. Je répondrai brièvement en vous disant que vous n'apprendrez pas que le Kremlin soutient le mouvement de Trump depuis très longtemps et a interféré avec l'élection de 2016 et continue aujourd'hui d'interférer en vue de l'élection de novembre prochain. La nouveauté, c'est que le régime chinois, à son tour, a fait de l'élection de Trump en novembre 2024 une priorité, je dirais même sa priorité numéro 1, dans la mesure où l'élection de Trump, à ses yeux comme aux yeux du Kremlin, ouvre la perspective d'un affaiblissement diplomatique des États-Unis, un retrait diplomatique des États-Unis, la perspective pour Pékin d'annexer à relativement brève échéance Taïwan et d'étendre son influence en mer de Chine méridionale notamment. Autrement dit, il y a un investissement massif qui est d'ores et déjà constaté de la part du Parti communiste chinois dans des opérations d'ingérence qui se font à une toute autre échelle que les opérations d'ingérence russe, dans la mesure où les moyens ne sont pas les mêmes. Et le recours à l'IA générative, le recours aux outils d'intelligence artificielle non générative, l'organisation à distance de manifestations, la diffusion
diffusion massive de désinformation, la captation des élites, la corruption, enfin bref, toute la panoplie y passe. Par conséquent, c'est une élection cruciale, non pas seulement pour les Américains, mais pour nos démocraties dans leur ensemble. Merci beaucoup, David Collomb. Je voulais peut-être vous donner la parole, peut-être en tout dernier, André Lange, parce que, bon, là, je crois qu'on s'oriente vraiment vers la clôture de cette soirée. Vous vouliez signaler, vous m'aviez évoqué la volonté de signaler la projection d'un film extrêmement important, comme on a beaucoup parlé de la Russie et de la propagande russe ce soir. Vous aviez un conseil à nous donner. Oui, merci. Effectivement, là, je pense qu'une des alternatives, c'est le cinéma qui permet une perception quand même un petit peu plus profonde des choses. Et je suis impliqué dans la première présentation en France d'un film d'un réalisateur ukrainien, Mislav Tchernov. Le film s'appelle 20 jours à Mariupol. Et Mislav Tchernov est ce réalisateur qui est journaliste, qui travaillait pour Associated Press, qui est le dernier journaliste qui est resté à Mariupol après le siège. Tous les correspondants internationaux avaient quitté Mariupol et lui est resté pour filmer les premières journées du siège et les premiers massacres. Le film est vraiment très, très dur. Et il y a notamment cette scène, c'est à lui qu'on doit ces images de la maternité de Mariupol qui ont été contestées par Lavrov, qui ont été contestées par Ségolène Royal. Quand vous voyez le film, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un fake, que cette maternité a réellement été bombardée, qu'il y a réellement eu des victimes. Et la projection a lieu mardi au MK2 Bibliothèque à 20h. C'est organisé par l'association pour l'Ukraine, pour la liberté la nôtre, l'association Kalina qui est une association de soutien concret à l'Ukraine et par Reporters sans frontières, avec évidemment aussi le soutien du distributeur et de MK2. Donc mardi à 20h à MK2 Bibliothèque, on espère que le film va par la suite circuler en France. Et le film a déjà eu plusieurs prix, notamment le prix du public à Sundance et est sélectionné en présélection pour les Oscars. Merci André Lange. Merci à tous les trois, merci André Lange, merci Nazila Golestan, merci David Collomb pour votre participation et merci à tous d'avoir participé à cette soirée.